Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Monsieur Chocolat, qui est un peu plus en lien avec le programme des quatrièmes sur la colonisation et qui parle de racisme notamment. Je vais, comme d'habitude, vous mettre les images de l'album pour que vous puissiez suivre en même temps que l'histoire. Donc voilà l'histoire de Monsieur Chocolat, le premier clown noir. C'est à Cuba, au beau milieu d'un champ de canne à sucre, que naît Raphaël. Comme beaucoup de Noirs, en cette fin de 19e siècle, ses parents sont esclaves. Ils travaillent du lever au coucher du soleil, sous une chaleur accablante, surveillés par des hommes armés de fouets et de fusils. Pas un instant de repos, interdiction de se plaindre. Tous les soirs, au moment de se coucher, le père de Raphaël s'indigne. Nous sommes traités pire que des bêtes. Être esclave, ce n'est pas vivre, et moi, je veux une vie pour mon fils. Puis il se tourne sur sa paillasse et s'endort en rêvant au jour où il réussira à fuir l'enfer de la plantation avec sa famille. Un après-midi, où les surveillants ont bu plus de rhum que d'habitude, Raphaël et ses parents parviennent à s'enfuir. Ils courent durant des jours à travers la campagne. Ils se nourrissent de fruits cueillis en chemin, boivent l'eau des ruisseaux et dorment au pied des palmiers. Enfin, ils finissent par atteindre les faubourgs de la capitale, la Havane. S'ils sont libres désormais, un terrible danger les menace. Tous trois sont maintenant des chimarrones, des nègres marrons, c'est-à-dire des esclaves en fuite. Et les chasseurs d'esclaves, les rancheadores, n'abandonnent jamais leur proie. Ils les poursuivent sans cesse et la punition est terrible. Par bonheur, au coin d'une ruelle de la vieille Havane, la famille en fuite rencontre une femme âgée, prête à recueillir l'enfant. Les deux parents serrent Raphaël dans leurs bras, très fort, pour la dernière fois. Raphaël grandit dans les quartiers pauvres, près du port. Il passe ses journées à courir et à jouer avec les autres gamins sur les quais longeant la mer. Les haricots rouges et le riz coûtent cher et le poisson qu'on pêche, on le garde pour le vendre. La vie est si rude que presque tous les soirs, les gens du quartier se retrouvent dans la rue pour faire la fête. On joue de la musique, on tape sur des tambours, et si on n'a pas d'instrument, on s'en fabrique avec tout ce qu'on trouve, des vieilles caisses de bois, des casseroles, des fruits séchés remplis de graines. On chante et on danse la habanera dans la douceur de la nuit. Mais Raphaël n'oublie pas que les rancheadores peuvent surgir à tout moment. Un jour, au petit matin, prétextant d'aller admirer un nouveau grand bateau, la vieille femme entraîne Raphaël jusqu'au port. À peine arrivée, elle le présente à un marchand espagnol qui les attendait. 250 pesos, dit l'homme, pas un sou de plus. Une somme bien mince, mais une véritable fortune pour cette pauvre femme. Le marchand sort rapidement l'argent de sa poche, le lui donne et embarque le garçon avec lui sans un mot. « Ne pleure pas, Raphaël !» crie la vieille femme depuis le quai. « Il n'y a pas d'esclaves en Europe. Là-bas, tu ne craindras plus rien. » Raphaël se retrouve alors seul sur le pont du bateau, qui ne tarde pas à mettre le cap sur le vieux continent. Terre de liberté, dit-on ici. Après plusieurs semaines de traversée, à défier les tempêtes ou à rêver devant l'horizon apaisé, Raphaël arrive en Europe. Le marchand bourru lui a maintes fois expliqué au cours du long voyage. « Une fois à terre, tu seras le garçon de compagnie de ma mère. Tu auras du pain dans ton assiette et un toit sur la tête, c'est déjà ça. » Mais Raphaël ne répond jamais. Il ne pense qu'à une seule chose, être libre et gagner sa vie. C'est ce que ses parents voulaient pour lui. Lorsqu'il pose le pied en Espagne, le jeune garçon déjoue aussitôt l'attention du marchand et disparaît dans la foule. Le voici à Bilbao, où il vit dans la rue, près du port.
Pour pouvoir s'acheter à manger, il est porteur de bagages, tireur de chaussures, chanteur, danseur, puis mineur dans une mine de fer des environs. Il a pour seul vrai compagnon un chien perdu. Raphaël lui dit souvent, « Tu vois, ni toi, ni moi n'avons de niche, mais nous sommes libres. » Le chien saute alors sur ses genoux et lui lèche la joue. Chaque soir, après sa journée de labeur, Raphaël retrouve d'autres mineurs sur les quais. Ils chantent dans les bars, plaisantent et font des concours de bras de fer. Raphaël danse comme il le faisait autrefois à Cuba. Sa danse désarticulée fascine. Personne ici n'a jamais vu quelqu'un se déhancher comme cela. Sa danse est si étrange qu'un soir, Tony Grice, un clown anglais très célèbre, subjugué par sa force physique et son talent, lui lance « Je t'engage, tu seras mon assistant et tu m'accompagneras dans ma tournée des plus grands cirques du monde. » Raphaël n'hésite pas un instant. Il est déjà prêt à prendre la route, il a toujours vécu sans bagage. Raphaël suit Tony Grice dans sa tournée européenne. Il lui apporte ses cerceaux sur la piste, ses instruments de musique et s'occupe de ranger son matériel. Puis il découvre le métier de clown. Plus il rêve d'en devenir un lui aussi. Après 2 ans sur les routes, Raphaël arrive à Paris. Là, il est subjugué par la splendeur du nouveau cirque, son immense piste ronde qui se transforme en piscine et ses lustres de cristal qui fonctionnent à l'électricité. C'est ici que se produisent les plus grands artistes du monde. Très vite, on lui propose de rejoindre la troupe. Raphaël n'arrive pas à y croire. Il va enfin être un artiste. Enthousiaste, le directeur félicite le premier clown noir sur une piste parisienne. Raphaël a souvent été agacé d'être considéré juste pour sa couleur, de subir des surnoms exotiques. Alors aujourd'hui, il décide d'en rire aux éclats et accepte le nom de scène qu'on vient de lui donner, Chocolat. D'emblée, il devient la vedette de La Noce de Chocolat, le spectacle dans lequel il dévoile tous ses talents. Il chante, il danse, il fait des acrobaties. Raphaël plaît. Il est drôle et il intrigue ces Européens qui, pour la plupart, n'ont encore jamais vu de noir et encore moins de danseurs aussi habiles. Le succès de Chocolat est immédiat. Alors Raphaël en rajoute. Il joue au maladroit, se casse la figure, roule des yeux comme des billes. Et le public rit. Il en réclame encore. Il l'acclame. Le tout Paris vient l'applaudir. Un artiste d'un genre nouveau est né. Alors que Raphaël est le clown le plus en vue de la capitale, se tient à Paris l'exposition universelle de 1889. Les visiteurs y découvrent la toute nouvelle tour Eiffel, vertigineuse, pointant vers le ciel entre les toits de Paris. « Regardez cette horreur !» crient les gens presque effrayés. « Un tas de ferrailles qui défigure le visage de la France !» À ses pieds, s'étalent les villages indigènes où des Africains sont exposés comme des animaux dans des zoos. « Regardez-les, ce sont des bêtes sauvages !» On leur jette même de la nourriture à la figure. Raphaël subit aussi bien des moqueries et des humiliations. Mais il ne baisse pas les bras pour autant. Il est fier de l'homme qu'il est et de sa belle histoire. Moi, le fils d'esclave, l'enfant des rues, le mineur, le domestique de Tony Grice, je suis artiste vedette dans l'un des plus grands cirques du monde et je m'appelle Chocolat. Le grand rire de Chocolat résonne un jour aux oreilles du célèbre clown anglais Footit. Les deux clowns se rencontrent pour bien sûr se raconter des histoires de clowns. Et voilà bientôt le duo en piste. Les enfants scandent « Footit et Chocolat, Footit et Chocolat !» Le contraste est saisissant. Le clown blanc, Footit, en culotte bouffante et chapeau pointu, à la voix aiguë et autoritaire, maltraite le clown Chocolat, naïf et maladroit, en queue de pie et pantalon moulant. Les enfants attendent avec impatience la fin du numéro qui s'achève toujours de la même manière. « Monsieur Chocolat, je vais être obligé de vous frapper !» crie Footit en menaçant son compère avec tout ce qui lui tombe sous la main, même sa mandoline. Et Chocolat répond en riant « Oh là 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 là, je suis Chocolat !» Puis il se retourne et Footit se retrouve nez à nez avec un seau rempli d'eau ou bien une énorme araignée. Il tremble de tous ses membres. Chocolat demande alors au public « Oh là là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a ?» Et le public répond en chœur « Il est Chocolat !»
Leur succès est phénoménal. Pas une visite à Paris sans aller applaudir Foutit et Chocolat. Et en souvenir de leur passage dans la capitale, les touristes envoient à leurs amis des cartes postales du célèbre duo. Les deux clowns font la une des journaux, ils inspirent des peintres et des écrivains. Des poupées et des jeux de société sont créés à leur effigie. Ils sont même filmés par les frères Lumière, qui viennent d'inventer le cinématographe. Au sommet de sa gloire, Chocolat vit aussi une grande et belle histoire d'amour avec Marie Grimaldi, originaire de Normandie. D'une première union, Marie a eu 2 enfants, Eugène et Suzanne, que Raphaël élève comme les siens. Mais la petite famille doit affronter bien des moqueries et des ricanements. Même lors des paisibles promenades du dimanche, on ne les quitte pas des yeux, on les montre du doigt. Et dans leur dos, on murmure méchamment « Un père noir, pauvre petit !» Bientôt, la mode n'est plus au clown, ni au cirque. On préfère aller au cinéma ou applaudir les champions sur les rings de boxe. Les Parisiens se précipitent aussi dans les music-halls pour découvrir la nouvelle danse venue d'Amérique, le cakewalk. On sautille, on bat la cadence, on s'amuse. On en oublie que cette danse a été imaginée par les esclaves pour se moquer de leur maître blanc. Autour de Foutit et Chocolat, les gradins se vident et les rires s'éteignent un peu. Après tant d'années passées ensemble sous la lumière des projecteurs, les 2 artistes se séparent dans une dernière pirouette. Mais ce soir-là, pas d'applaudissements, pas de rappel. Il n'y a plus personne pour les acclamer. Chocolat est tombé dans l'oubli. Il n'a même plus les moyens de se nourrir, ni de se loger. Et il doit affronter une douloureuse épreuve. Suzanne, sa fille adoptive, meurt brutalement. Le clown est inconsolable. Les rires de sa fille et de tous les autres enfants lui manquent tant. Mais Raphaël ne veut pas céder au chagrin. Il rebondit et enfile à nouveau son costume de clown pour aller jouer dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Dès qu'il arrive, la nouvelle se propage, de chambre en chambre. Un clown dans l'hôpital, il s'appelle Chocolat. Les enfants sourient à ses grimaces, rient à ses pirouettes et oublient quelques instants leur maladie. Chocolat espère en secret que la joie qu'il leur apporte sera pour eux un médicament miraculeux. Pour lui, en tout cas, la magie fonctionne, parce que des rires d'enfants valent pour un clown tout l'or du monde. Raphaël oublie quelques instants la misère dans laquelle il vit. Les années passent. Raphaël vieillit, il est fatigué, mais il a besoin d'argent, de rire et d'applaudissements. Un matin d'octobre, il embrasse Marie et Eugène et reprend la route, sa valise à la main. Il vient d'accepter une ultime tournée avec le cirque Rancy. En novembre 1917, le cirque fait escale pour quelques jours à Bordeaux. À la fin de la dernière représentation, Raphaël est épuisé. Il salue ses compagnons et s'éloigne lentement sous un vent glacial. À bout de force, il remonte difficilement la rue Saint-Cernin, emmitouflé dans son manteau. Arrivé dans sa chambre, il s'allonge sur son lit et ferme les yeux. Le clown a honoré son dernier contrat, jusqu'à son ultime révérence. Bravo, Monsieur Chocolat. Les étoiles sont tristes, mais le spectacle continue. Voilà, c'était l'histoire du clown Chocolat, qui est donc une histoire vraie. À la fin du livre qui est au CDI, vous avez des images du vrai clown Chocolat. Et vous pouvez découvrir son histoire également dans un film qui a été réalisé avec l'acteur Omar Sy. Voilà, à bientôt.